Cette semaine, on se demande comment une toune de 3 minutes peut créer une commotion dans le monde de la musique classique. Notre collègue Vanessa vous explique pourquoi vous êtes un peu gênée, mesdames, d'avoir un chum. Et moi, j'invite Sarah Bélanger, alias Miss Derme, qui va peut-être faire réaliser à Gab que son statut Sephora rouge est un gros scam. Oh, jamais. Florence. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis je trouve que devenir adulte, c'est d'accepter qu'on ne bronze pas l'été. Mais toi, ça t'a pris combien de temps d'accepter ça? On dirait, je sais pas quoi, t'as déjà voulu ça. Hein? Ça fait quelques années. Moi, j'ai essayé beaucoup avant, puis ça marchait pas, mais je m'investissais dans ce projet-là d'avoir quand même un petit teint en septembre. Ouais. J'ai complètement abandonné ça il y a quelques années quand je me suis rendu compte que l'investissement de temps en valait pas du tout la peine. Là. Ah oui, non, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai mis une croix là-dessus. Là. Ouais. Gab et moi, on est capable de pogner un coup de soleil en 15 minutes. Toi, peut-être même 10. Oui, une fois, on est parti du travail, je sais pas pourquoi je raconte ça, avec notre ancienne collègue Naomi. Oui. Qui a fait OD, rappelons-nous. On est parti chercher un café et quand c'est au mois de mai, je veux dire début mai, et quand on est revenu, j'avais un coup de soleil. Ouais. C'était comme 10 minutes de marche. Oui, très de même. Oui, c'est ça. Moi, c'est Gab et ma prof de piano s'est récemment présentée aux élections municipales de mon quartier dans l'équipe de notre nouvelle mairesse. Ah. Mais elle a perdu dans mon coin. Je vous laisse deviner où j'habite. Mon Dieu, de la musique à la politique, j'aime ça. C'est ma prof de piano quand j'étais petite, là, pas mon actuel. Okay. J'en fais plus, mais... J'en fais plus. C'est quand même drôle. Quand je l'ai vu sur la pancarte, j'étais comme Chris. My girl. C'est vous, tu sais? Ouais. Veux-tu nous partir ça? Oui. D'habitude, là, on prend un moment pour lire les commentaires. Puis là, je n'ai pas trouvé d'intéressant cette semaine. Rien. Il y avait des « Yeah! Wouhou! Cool! » tu sais. Mais écoutez, n'hésitez pas à commenter. Là. Allez. Je vais les lire. Lâchez-vous lousse, là. Eh bien, aujourd'hui, on parle de musique classique. Est-ce que je suis en train de devenir Julia Pagé? Julia, call me. Je l'aime tellement. Je suis fan. Je me métamorphose en elle. Plus précisément, on s'intéresse à l'incursion de la musique classique dans le nouveau single de Rosalia et pourquoi ça divise le monde de la musique. Est-ce que tu l'as écouté? Non, je ne l'ai pas écouté. Eh bien, Florence, mauvaise préparation pour cet épisode. Pour cet épisode. Ça fait 3 minutes de ton temps. J'espérais que tu me fasses une représentation live, peut-être. Ah, j'ai pas fait mes vocalises, mais sinon, je l'aurais faite. OK. Ouais. Rosalia, c'est une artiste, compositrice, productrice, chanteuse pop, originaire de la Catalogne, que vous connaissez sûrement pour ses hits Motomami ou Con Altura, ou encore ses collaborations avec les artistes Travis Scott, Billie Eilish, The Weeknd, bref, pas une petite artiste. Elle est reconnue pour sa manière de faire de la cuisine fusion avec les styles musicaux comme le reggaeton, le jazz, le flamenco, parce qu'elle a étudié au collège de la Catalogne, collège musical de la Catalogne, Catalonia College of Music. Elle s'est spécialisée dans le chant flamenco. Puis l'album qui l'a fait connaître à l'international, c'est El Mal Querer, qui est paru en 2018. Puis ce qui était en fait, c'est intéressant, un projet de recherche-création dans le cadre de sa maîtrise. Wow! Ouais. Puis ça s'est inspiré d'un roman anonyme du 13e siècle, donc médiéval. Okay. Ça raconte l'histoire d'une femme enfermée par son mari jaloux, puis ça mélange les genres comme elle sait le faire. Donc flamenco, mais avec du R&B, du hip-hop et de l'électro. C'est une intellectuelle. C'est une nerd de la musique, c'est ça qu'il faut se rappeler. Parce qu'après, ces albums subséquents ont plus touché justement à la pop, au R&B, puis on a peut-être un peu laissé le flamenco de côté. Donc, je pense que là, les gens ont comme oublié ses origines. Mais cette semaine, Rosalia a fait paraître le premier single de son prochain album qui est très attendu, Luxe. La chanson s'intitule Berghain et depuis sa sortie, elle divise le monde de la musique. Pourquoi donc? Le morceau intègre de l'orchestration symphonique et des éléments lyriques de type opéra dedans. Donc, elle chante de type opéra. Ça a été enregistré avec l'Orchestre symphonique de Londres. Puis, il y a aussi un featuring de Björk dessus et un passage parlé de l'artiste expérimental américain Yves Tumor. Donc, oui, ça va encore... On va partout, encore une fois. Là, c'est Rosalia. On reste pas juste dans l'orchestre symphonique, là. Mais ce qu'elle fait ici, c'est ce que les experts vont appeler du classical crossover, donc un croisement entre la musique classique et la musique populaire. Donc, quand des artistes, des musiciens classiques vont adapter des formes populaires ou quand des artistes pop vont intégrer des segments de musique classique. J'ai l'impression qu'il y a comme un regain d'intérêt pour ce genre de pratique-là dans le monde de la musique. Je sais pas. Non? Tu sais, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de... en ce moment, tu sais, le décloisonnement des genres s'opère de plus en plus. Là. Mais là, les critiques sont sorties. Et c'est là que la division s'est opérée. Parce qu'il y en a qui pensent que, surtout des critiques de musique classique, là, pensent que la chanson ne remplit pas les critères traditionnels de l'opéra classique et ne pourra jamais en être une parce que c'est un morceau court de 3 minutes à saveur pop. Il y a des critiques de musique classique qui ont parlé de kitsch, qui ont dit que l'utilisation de l'orchestre faisait un shortcut émotionnel. Ça bitch. Les gens
il y a des dissidents là, du classical crossover qui sont contre l'intégration des musiques classiques dans la chanson pop parce qu'ils trouvent que c'est un, et je cite, affaiblissement artistique. Je trouve ça tellement dommage que la musique classique puis le monde, c'est ça, de la musique classique se positionne comme ça quand les gens essaient de l'intégrer dans d'autres univers. C'est comme la musique classique a désespérément besoin de comme un petit makeover, là. Ben, c'est là que je voulais en venir aussi. On se rappelle que les salles de concert à l'OSM, je pense, ne sont pas pleines de 18-25 ans. Là. Ouais. Sauf quand ils font genre une collaboration avec Ariane Moffat. Une collaboration. Ils font François Pérusse dans pas longtemps, j'ai vu oui? ça. Oui? Wow! Ils ont déjà fait les 3 accords, mais tu sais, ça, j'imagine, ça amène un peu plus toute la famille. Ouais. Mais tu sais, de manière générale, là, la musique classique, c'est un monde très hermétique. Ben oui, vraiment. C'est vraiment des très... salles de tête blanche, là, en ce moment. Ben oui, je suis pas mal sûre que les abonnements à l'Orchestre symphonique de Montréal ne sont pas des jeunes. Là. Non, non. Ça doit être des personnes retraitées. Là. Puis Rosalia, c'est ça, elle a une formation en chant classique, une très bonne base de connaissances en histoire de la musique. Tout le monde mentionne le fait que l'arrangement orchestral dans sa chanson, ça rappelle Vivaldi, Bach, le baroque italien. Elle chante aussi en allemand, ce qui est comme un clin d'œil au fait que dans l'opéra, les chanteurs vont souvent chanter dans différentes langues, là, italien, français, allemand, qui sont pas leur langue maternelle. Puis je pense que encore une fois, elle remet en question les codes musicaux, puis comme tu dis, elle amène ce classique-là dans les playlists de gens qui écoutent juste Travis Scott, puis on devrait voir ça comme positif et non comme négatif. Puis je trouve ça tellement dommage que les critiques du monde classique lèvent le nez là-dessus, tu sais, puis au lieu de célébrer le fait qu'enfin des jeunes, entre guillemets, vont s'intéresser à cet univers-là, tu sais. Puis je pense qu'il y a une espèce de... Si on fait ce genre de collaboration-là ou ce genre de crossover-là, on veut le faire chez nous, là, tu sais, justement, les orchestres commencent à faire des collaborations avec des vedettes plus pop pour essayer d'amener les jeunes dans leur salle. Mais on dirait que quand c'est le contraire, quand la musique pop se ressaisit des codes classiques, là, ça passe moins bien. C'est comme, si vous voulez faire ça, il faut que ça se fasse des deux bords, la gang. Mais j'ai l'impression que dans ce fameux classical crossover, comme tu dis, il y a juste une version qui est acceptable. C'est inviter nous, on va vous inviter chez nous. T'sais. Pour garder le contrôle sur la forme. Là, oui, ça reste notre orchestre, mais là, on met les 3 accords dedans maintenant. C'est dommage. Mais c'est cool, les jeux qui fassent ça. Mais c'est peut-être pas assez. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça le fun que, je sais plus comment ils appellent ça, le viré pop ou SM pop, mais c'est le fun. Mais c'est vrai qu'on devrait aussi, ils vont, tu sais, c'est sûr que là, Rosalia, mettons, elle s'est approprié les codes, peut-être qu'elle l'a pas fait dans les règles de l'art, mais c'est ça qui est correct. C'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui dérange les gens de la musique classique, qui sont très puristes au final. Vraiment. Tu sais, Mani, là, plus personne n'écoute ça, là. Non. Même si c'est très bon. Mais quoi que, je t'ai envoyé dernièrement des TikTok d'une fille qui écoute la musique classique dans son char puis qui danse comme si elle était dans un club. Oui, mais je pense qu'elle écoutait les 4 saisons de Vivaldi, justement. Oui, c'était tellement bon, j'adore. What a banger! Il y a une playlist Spotify, si vous voulez écouter, qui s'appelle Classical Bangers. Puis c'est juste des tunes de même, comme de musique classique, c'est des classiques de la musique classique, là, du canon, puis qui sont quand même vraiment catchy. Ben oui, à redécouvrir. Pour vrai, c'est à redécouvrir. J'ai vu aussi une réflexion intéressante à propos de l'intelligence artificielle. Puis du fait que maintenant, il y a beaucoup de gens, by the way, parenthèse, là, qui ont accusé Taylor Swift d'avoir utilisé du AI dans son dernier album. Ah oui? Avec l'arrivée du AI, puis le fait qu'on va avoir de plus en plus de chansons faites à partir de AI ou assistées par le AI, c'est le fun de revenir à quelque chose comme l'orchestre qui ne pourra jamais être du AI, tu sais. Ah ouais? Ben, dans le sens, oui, ça pourrait être refait par l'AI, mais dans ce sens-là, elle a quand même engagé un groupe complet de musiciens pour arriver sur son album, qui ça ne pourra, tu sais, toute cette prestance de groupe-là ne pourra pas être reproduite par l'intelligence artificielle. Ouf, moi, tout ce qui est Taylor Swift, je ne sais pas. Je suis pas ce dossier-là. Ah oui, mais moi, je suis au courant, là. Je sais bien. Je suis au courant à un autre niveau. Je voudrais finir aussi avec, pas une recommandation, mais avec en fait, 2 réflexions, OK? La première, c'est le fait que la musique classique, ça n'a pas toujours été aussi élitiste. Il fut un temps, en tout cas, dans le temps de Mozart, Beethoven, c'était plus accessible que maintenant. Pas plus accessible que maintenant, mais tu sais, c'était, j'ai entendu dire, c'est la pop de son époque, là, je dirais peut-être genre pas la ça, musique mais que les gens écoutaient. T'avais pas de 10 dans le temps, là, mais c'était quand même plus démocratisé que maintenant. Il y a une autre artiste d'origine islandaise et chinoise qui s'appelle Lo Fei. Mais on doit penser laver, elle fait comme un peu la même chose que Rosalie a fait, mais avec le jazz. Elle va intégrer, c'est une artiste formée jazz, elle intègre beaucoup de jazz dans ses compositions, mais elle va aussi reprendre des standards jazz sur ses albums et en concert, ce qui fait découvrir des classiques du jazz à des jeunes, parce qu'il y a énormément de Gen Z qui la suivent. Puis je trouve ça vraiment le fun, c'est aussi qu'elle puisse faire découvrir des classiques du jazz qu'on encore une fois, un monde qu'on peut considérer comme hermétique ou moins. À plein de jeunes. C'est ça, mais le jazz, c'est déjà un peu plus ouvert
sur les autres univers musicaux que le classique. Là, Mais j'ai c'est moins l'impression. codifié aussi, je Ouais. pense. Tu sais, on Ben, dirait, un ouais. concert de jazz, ça peut être plus vivant Mhm. qu'un concert de musique classique Oui, où tout oui. le monde s'habille propre puis ça Ouais. soit droit puis parle pas, tu sais. Ouais. Puis il y a des moments où applaudir puis tu sais pas c'est quand, comme le tennis. C'est vrai, il y a T'es-tu vraiment allé des au codes. tennis puis t'es genre, je sais pas quand il faut que j'applaudisse, Ouais, comme puis c'est l'église. très silencieux entre les moments de... Oui, ça m'avait beaucoup surpris, Ouais. moi, quand je suis allée au tennis. J'étais comme, OK, on peut pas parler, tu sais. Non. Nous ne sommes pas au hockey ici. Ouais. Ouais. Puis là, il y a toutes les affaires quand tu vas voir un orchestre que le premier violon se lève, là, t'applaudis le premier violon, ou genre, le premier violon rentre. En tout cas, il y a toute une cérémonie aussi, vraiment le fun. Oui, dans- c'est très codifié. Ouais. Mais il y a de quoi C'est que j'aime, cool. moi, aussi, dans les affaires codifiées. Ouais, c'est le fun. C'est le fun quand tu connais les codes. Quand tu Ben, les c'est connais ça, pas, même c'est si tu pas connais pas, tu peux follow along. là. Hey, c'était fort intéressant. J'ai aimé Merci. ça. On parle jamais de musique. C'est vrai, hein? C'est rare, en tout cas. Ouais, ben c'était aujourd'hui. Trop cool. Ben maintenant, on invite notre collègue Vanessa Destinée qui vient nous parler de l'article que vous avez sûrement vu passer partout sur TikTok, sur Instagram cette semaine. L'article de Vogue qui dit que ben, c'est gênant maintenant d'avoir un petit chum. N'est-ce pas, Vanessa? Oui, tout à fait. Bonsoir. Hello! Hey, comme Florence l'a dit aussi, c'est aujourd'hui la journée où on va parler de chum, toi et moi, qui n'en Oui. avons pas. Oui, c'est ça. Oui. On va chialer là-dessus. Vous mettre dans ma peau, Ouh. dans mes, Oui, dans mes c'est ça. chaussures. C'est ça. Oui. Puis, Puis, ben en fait, c'est ça. Donc, c'est un article de Vogue écrit par une journaliste du nom de Chanté Joseph, qui reçoit des menaces de mort, d'ailleurs, depuis un bon cet classique. article dont le titre est probablement le meilleur de 2025. Est-ce que le fait d'avoir un chum, c'est juste rendu embarrassant? Et dans ce texte-là, dans le fond, elle parle un peu de la fatigue que ressentent de nombreuses femmes hétérosexuelles et cisgenres un peu partout sur la planète, parce qu'on le voit, là, notamment sur les réseaux sociaux, elles s'expriment de plus en plus. Une espèce de fatigue, de fatalisme, de désespoir, d'ennui, de colère aussi, de ressentiment à l'égard des hommes, mais pas une haine. C'est-à-dire que le phénomène qu'elle décrit, c'est comme un peu la petite sœur du lesbianisme politique, là, mais sans le passage à l'acte. C'est-à-dire cet état de résignation forcée, politique des femmes par rapport au contexte du dating dans le monde actuel où on voit une resurgence des discours conservateurs, masculinistes, rétrogrades, qui ont une vision très, très hermétique, fermée du rôle des femmes dans la société et dans le couple. Puis les femmes sont bien à bout de ça. Tu sais, c'est rendu... Avoir un chum, ça donne un peu le hic. Tu sais, puis c'est comme si, même celles qui sont en couple sont de plus en plus gênées, en fait, de parler de leur couple, de mettre en scène leur chum sur les réseaux sociaux, vont commencer à le cacher. Tu sais, avant, c'était... Je pense qu'on a tellement toutes vécu ça, là, en grandissant, cette espèce de conditionnement social qui nous fait croire que l'épanouissement des femmes, la réussite sociale des femmes passe par le fait de se mettre en couple, d'avoir un chum, d'avoir une bague au doigt, tu sais. Et de plus en plus, les femmes, en fait, essayent de se décentrer carrément du regard masculin parce qu'elles réalisent que ben, les hommes, eux, plutôt, nous mettent pas au centre de leur vie. C'est plus du bord féminin qu'on voit ça. Puis c'est comme une espèce de frustration qui se crée. Fait que même pour celles qui sont en couple, elles sont conscientes que cette image-là de pick-me dont la vie entière tourne autour d'un homme, c'est un peu pathétique, tu sais. Puis c'est pas normal non plus parce que c'est pas égalitaire comme rapport, tu sais. Encore une fois, parce que ben, les hommes de leur côté, eux, ils font pas 18 stories Instagram pour montrer leur blonde à tous leurs amis, tu sais. On a tous vécu ça, là, les femmes hétérosexuelles, là, tu sais, toi, tu vas mettre des photos de ton chum, tu sais, aux pommes, au restaurant, puis nanana, puis toi, tu vas avoir le droit à une photo de toi vraiment floue, de dos, weird, dégueulasse, sans caption, ni rien, tu sais. Fait qu'il y a pas de réciprocité, en fait. Puis je pense que les femmes le réalisent de plus en plus, même celles qui sont en couple, fait qu'elles sont comme, ben moi aussi, d'abord, je vais avoir ce détachement-là, puis je vais me décentrer de ton regard à toi, du male gaze, parce que toi, t'as jamais été vraiment soumis dans ta vie au female gaze de toute façon. Fait que c'est toute cette espèce de fatigue, d'exaspération dont Chanté Joseph parle dans ce texte-là, là, pour vrai, qui a fait le tour du monde. Là, il a été... C'est fou, hein? C'est dans le Vogue. Il a été adapté dans à peu près toutes les éditions du Vogue là, à travers le monde. Là. Fait que dans plusieurs langues, parce que le message résonnait tellement sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, ça fait suite aussi à un article qui était sorti plus tôt cet été là, du New York Times, dans lequel une journaliste parlait, en fait, du problème avec le fait d'aimer les hommes. Parce que, tu sais,
l'orientation sexuelle, on se rend compte plus que jamais que ce n'est pas un choix. Parce que si on avait le choix, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se passeraient bien des hommes. Puis dans cette texte-là, dans le fond, elle revient sur un concept qui avait été développé par un chercheur, donc une personne non-binaire de l'Université de Pennsylvanie, Asa Sorensen, qui parlait d'hétéropessimisme en 2019. Puis ce concept-là, il a comme mué en hétérofatalisme, en fait. C'est une fatalité d'être hétérosexuel, tu sais, puis d'aimer les hommes. Fait que ça revient à cet état de résignation dont je parle. Tu sais, c'est pas qu'on haït les hommes, c'est qu'on aimerait que les hommes nous aiment comme nous, on les aime, juste une fois, mettons, tu sais. Puis comment ça a été reçu par les hommes hétéros de ce monde? Ben, écoute, comme je te dis, Chanté Joseph reçoit des menaces de mort, des menaces de viol. On lui dit qu'elle va finir seule, détestée de tout le monde, avec 3 chats dans un loft qui vont manger ses restes, là, tu sais. Elle est accusée d'être une vieille fille, d'être une sorcière, de radicaliser les femmes, tu sais. C'est vraiment... ça passe pas du tout, du tout. Il y a aucune remise en question. Et pourtant, c'est quand même quelque chose dont les femmes parlent depuis très longtemps, parce que je pense que c'est pas une information qui est très connue, mais tu sais, le terme « incel », donc célibataire involontaire, à la base, c'est un terme qui a été créé par une femme en 1997, qui habitait à Toronto. C'était, à l'époque, une volonté de créer une communauté autour des personnes qui ont de la misère à trouver l'amour, tu sais, qui se sentent un peu mésadaptées, puis pour qui c'est comme un challenge pour toutes sortes de raisons, tu sais. Ça fait qu'encore une fois, on parle de l'état involontaire de la chose. T'sais, on aimerait bien être en couple, mais ça marche pas. Puis dans ce mouvement-là, créé par cette femme du nom de Alana à l'époque, il n'y avait pas de ressentiment, on ne cherchait pas de coupable. Mais de fil en aiguille, cette idée-là, cet état d'esprit-là a été récupéré par des hommes qui, eux, ont cherché à blâmer les femmes pour leur célibat, tu sais. Mais tu le vois que quand ça part des femmes, ça part vraiment comme d'une remise en question, tu sais, de la norme genrée traditionnelle, puis de ce qu'on attend, puis de ce qu'on est capable d'offrir à l'autre, tu sais. On veut quelque chose, c'est ça, qui est égalitaire, qui est mutuel, qui est réciproque, puis du côté des hommes, c'est comme, ça devient finalement un véhicule pour déverser leur haine des femmes, tu sais. Fait qu'on est comme pas à la même place, puis on le voit à plein d'égards, tu sais, notamment en politique, là, on parle de plus en plus du fossé idéologique qui se creuse entre les hommes et les femmes, où les hommes vont devenir plus conservateurs, puis les femmes, de leur côté, deviennent plus progressistes, tu sais. Puis c'est comme si c'était rendu irréconciliable à certains égards. Fait que c'est face à cet état-là que des femmes, en ce moment, se revendiquent femcel, parce qu'elles ont dû créer un nouveau terme pour se dissocier des incels, puis qu'elles vont parler d'hétérofatalisme, puis qu'elles vont aussi parler du fait que c'est juste gênant. C'est comme d'aimer les hommes, c'est gênant d'être hétérosexuel, c'est gênant d'être en couple. Il y a vraiment toute une remise en question de ce qu'on nous a toujours appris, dans le fond. Hey, j'ai une anecdote à vous raconter. Go! Wow. Je fais partie d'un club de lecture que ma blonde et une de ses amies gèrent. Et une fois par mois, on se rencontre pour parler d'un livre. Puis une des premières fois qu'on s'est rencontrés pour parler d'un livre, c'était genre le printemps passé. Okay. Puis on a fait comme un tour de table, un peu pour qu'on se présente, parce que c'était pas toutes des personnes qui se connaissaient. Et ça incluait genre de dire ton pronom, de dire c'était quoi ton orientation sexuelle. Et vraiment, là, il y avait cette affaire-là de toutes les filles qui étaient non seulement hétéros, mais qui avaient un chum. Ça, c'était comme le comble. Ils étaient comme, ben c'est ça, moi, j'ai un chum. Puis on était comme... Je m'excuse! Ben, on était genre, c'est correct. Genre, il n'y a pas de problème. On t'accepte. Oui, c'est genre, il y a zéro souci. Puis comme, hey, désolée. C'était comme tellement une drôle d'affaire. Puis ça vient de mettre le mot sur cette affaire-là. C'est ça. Ce sentiment-là que beaucoup de jeunes femmes hétéros ressentent. On dirait, je trouve ça drôle, 6 mois plus tard que l'article sort, puis que tout le monde soit comme oui, parce que j'avais vraiment ressenti ça à ce moment-là que les filles étaient super gênées. J'ai vu tellement de TikTok là-dessus, moi aussi. Ah oui? Ça. Puis là, j'ai vu un TikTok positif d'un gars cette semaine qui a vu l'article de Vogue, puis qui était comme, les gars, écoutez-moi. Puis il était un peu genre là, si c'est gênant, c'est qu'on a du travail à faire sur nous. On n'amène aucun avantage. Il était comme, tu sais, avant, il expliquait cette idée-là un peu que, pendant longtemps, l'homme était le provider, amenait de l'argent, amenait une sécurité financière et on physique, était dépendants d'eux, Oui. en fait, là, pour avoir des droits dans la société. Puis là, c'est plus le cas, tu sais. Ouais. Les femmes ont leur argent, leur travail, sont capables d'assurer leur sécurité de différentes manières. Puis je pense que là, il y a plus, entre guillemets, d'avantages
sociaux, peut-être, je Ouais. sais pas comment dire, socioculturels à dater un C'est gars. aussi- c'est ça, c'est aussi un peu la fin du rêve de la girl boss là, qu'on sort depuis quelques années, où comme les femmes se rendent compte que c'est impossible d'être cette fille-là qui a tout. Exact. Oui. Qui a la carrière, qui a la vie personnelle épanouissante. Qui, tu sais, Ouais. Sinon, j'ai vu des réactions, tu sais, au Québec, là, je pense que c'est Jonathan le prof qui faisait un statut Facebook. Je sais pas si c'est relatif particulièrement à cet article-là, parce qu'il y a beaucoup de discussions aussi sur le web au sujet du male loneliness epidemic. Là, tu sais, on n'arrête oui, pas oui. d'avoir des discussions sur le fait que les hommes sont de plus en plus seuls, tu sais, qu'ils n'ont pas de réseau, tu sais, mais si les hommes sont seuls, forcément, les femmes aussi en face sont seules, mais ça devient pas... On parle pas d'épidémie de solitude féminine, là, Oh, tu sais. mon Dieu, non. Mais du côté des hommes, il y a toujours comme cette espèce de discours victimaire, puis ça serait pas de leur faute, puis là, mon Dieu, on sait pas quoi faire. Puis tu sais, Jonathan le prof, c'était intéressant, il disait, tu sais, les hommes se radicalisent pas parce qu'ils sont seuls, ils sont seuls parce qu'ils sont radicalisés. Tu sais, la radicalisation vient avant, tu sais, il y a vraiment... C'est ça, c'est cette espèce d'absence de regard sur eux-mêmes, sur la culture ambiante, sur leur comportement dans leurs relations. Tu sais, c'est comme si... Tu sais, on fait beaucoup les jokes des gars qui vont pas en thérapie, mais des fois, on dirait que pour vrai, c'est quelque chose qui se passe pas. Tu sais, on n'a pas l'impression qu'ils ont un recul ou un regard critique sur les rapports de force dans la société, puis ce que c'est, en fait, le conditionnement hétéronormatif. Tu sais, on a beaucoup de femmes qui ont ces discussions-là, mais très peu d'hommes. Puis je pense que ça vient aussi du fait qu'on étudie peu la masculinité. Tu sais, on étudie beaucoup le féminin. Tu sais, on a des études féministes, mais on n'a pas d'études consacrées sur la construction de la masculinité portée par des hommes. Tu sais. À part Francis Dupuy-Derry, il Oui, n'y a pas grand monde. Le seul expert. Sonny Carpentier également, ça Oui. commence tranquillement. Mais c'est ça, tu sais, puis plus tôt cet été, moi, j'ai lu un livre que je trouve super intéressant qui s'appelle « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? » Ah, est-ce que ça parle d'homoérotisme, un de mes sujets favoris? Oui, ça parle un peu d'homoérotisme La parce que gang. tu te rends compte à quel point, tu sais, les hommes se construisent dans le regard des autres hommes. Tu sais, nous, on Oui. se construit comme femmes hétérosexuelles ou même lesbiennes, homosexuelles, dans le regard de la culture ambiante, qui est un regard, tu sais, très axé là, sur le patriarcat, donc un regard masculin. Tu sais, c'est comme ça qu'on développe notre féminité par opposition à ça. Mais les hommes se construisent pour plaire à d'autres hommes, pas pour plaire aux femmes, tu sais. Tu le vois dans une émission simplement comme OD. Ah oui, c'est ça. Ouais. La priorité des gars, juste, c'est vraiment niaiseux comme comparatif, mais juste dans les votes, mettons, par semaine, les garçons vont toujours voter en fonction de plaire à leurs amis garçons C'est fou, ça. et les filles vont voter en fonction de plaire à leur chum OD. C'est incroyable, tu sais. Et ça base beaucoup à mon chum vote pour mon chum. T'sais, mon Ouais. partenaire de jeu Ouais. vote dans telle direction, donc je vais voter comme lui. Ouais. Faut pas avoir à me justifier auprès de lui après. C'est fou, C'est ça. très triste. C'est très triste, puis c'est comme un gros miroir sur la société, tu sais. Puis tu sais, on relève plein d'autres affaires aussi, le fait à quel point les hommes ne s'intéressent pas aux femmes, tu sais, parce que... Puis il y a d'autres articles qui sont sortis là, dans les derniers mois au sujet de cette frustration-là que quand tu te ramasses dans un rendez-vous galant en date, le gars en face de toi ne te pose pas de questions. Ou tu sais, ça va être des réponses fermées à une question ouverte, dans le fond. Est-ce Il n'y a que pas de c'est, relance. une expérience vécue de ta part? Oui, c'est une expérience vécue, mais c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de femmes, tu sais, au point où il y a vraiment des articles comme dans le New York Times ou genre The Independent qui posent la question, mais pourquoi les hommes posent pas de questions durant les dates? Pourquoi ils ne s'intéressent pas à la personne en face d'eux? La femme va mener la conversation, tu sais, va vraiment poser beaucoup de questions, puis il n'y a même pas de réciprocité. Tu sais, il y a même pas, il va répondre, puis il n'y a même pas de « puis toi? Mhm. Non. On s'arrête à sa réponse, puis that's it. Puis, tu sais, le constat, tu sais, des fois, puis c'était partagé sur les réseaux sociaux, puis je trouvais ça intéressant, puis je l'ai vécu aussi, tu sais, c'est de se dire, bien, cette date-là était le fun, mais c'était-tu moi qui étais le fun ou c'était lui qui était le fun? Ah, j'ai vu souvent ça, oui. Tu te poses la question, oui, ça s'est bien passé, mais on a parlé tout le long, mais finalement, c'est juste moi qui a parlé. que c'est C'est moi juste qui a grâce à posé moi. des questions. Honnêtement, tu sais. animer une date, là, c'est la pire chose. C'est comme- Genre, au début- je suis pas au camp de jour, là. Mais c'est ça, Je au vais début. pas animer cette date. Moi, je pensais que c'était une déformation professionnelle, tu sais, à cause de mon travail comme chroniqueuse, comme journaliste. Tu sais, je pensais que c'était mon réflexe de toujours poser, bombarder les gens de questions, les hommes de questions. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, c'était une expérience qui était partagée. En fait, les hommes ne s'intéressent pas nécessairement aux femmes, à leurs intérêts, à leur hobby, à ce qu'elles consomment en matière de culture, en matière de sport, etc., etc. Fait que, ouais.
C'est ça. Grosse semaine remise en prochaine, question. Table ronde avec des hommes pour en parler, peut-être. Oui, c'est ça. Ah oui, Parce que là, avoir je le sais, point on de va vue. recevoir des commentaires, puis les gens vont dire « Ah oui, on le sait C'est bien, la trois misandre girlies, Vanessa ouais. Destinée. » Puis je suis comme « Non, on vous Oui. aime. Trois Aidez-moi à féministes, vous ouais. aimer plus, mieux. » genre. C'est tout ce que je demande. Là. Je suis pas une lesbienne politique. Là. Je veux pas changer d'orientation sexuelle. Puis, tu sais, mais j'aimerais ça... Elle essaye. c'est ça. J'aimerais ça que l'offre reflète la demande. C'est une main tendue. Voyez ça comme une C'est ouverture. une main tendue. Nous tendons la main vers vous. Je suis tellement contente qu'on en Mais ait pas parlé. trop. Ouais. Ouais, moi aussi. Merci, Vanessa. Mais d'être merci, venue au balado. Vanessa. Ça va? C'est un bel échange. J'ai pas Vraiment. monologué tout le long. Ça... Non, c'était excellent. j'ai vraiment aimé cette D'accord. discussion. Et en plus, on dirait que j'aime arrêter de parler, mais moi, je suis avec une personne non-binaire. Et le terme partenaire, OK, j'aime pas ça. OK. Mais là, on dirait que blonde, ça marche pas. Mhm. Fait que là, souvent, j'utilise chum. Mais des fois, je suis gênée d'utiliser le terme Ah oui, chum. c'est ça. Parce que là, je me dis, les gens pensent que c'est un gars hétéro. C'est genre, et c'est comme, j'ai le goût d'être comme chum, mais c'est pas, tu sais, comme j'ai le goût de me justifier. Ça Qu'est-ce qu'on- vient avec ça. ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça serait quoi l'alternative pour toi? Ben, c'est pas comme mal nom, ça, hein? blonde, chum, partenaire. Il y a d'autres termes, mais on en a essayé, puis on dirait qu'on n'aime pas ça. Fait que, Ouais, je comprends. Je chum, comprends. pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais en même temps, c'est ce qui me gêne le plus. Je comprends tout à fait. C'est ça. Je On revient dans partage la cette loupe. gêne. On revient. C'est un C'est ça. full circle moment. Voilà! Et Et on merci. boucle la boucle. Merci, mesdames. Ah, merci, À Vanessa. très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. C'est Bye, ainsi les que haters. nous sautons. Hey, c'est le moment où j'invite mon invité. Et cette semaine, j'invite Sarah Bélanger. C'est une fille qui remet les pendules à l'heure dans l'industrie des cosmétiques. Vous pouvez la trouver sous le nom de Miss Derme en ligne. Elle a 26 ans, elle est chimiste, vulgarisatrice, puis surtout, elle en a plein son cast du marketing qui nous fait croire qu'on a besoin d'une routine beauté en 13 étapes. Salut Flo. Bonjour, bienvenue au Balado Bonjour. Urbania. Sur ses réseaux, elle est suivie par plus de 30 000 personnes, a déconstruit des mythes tenaces sur, par exemple, le cancer de la peau, les parabènes, l'aluminium, le clean beauty et les fameux produits chimiques dans les produits de beauté. Cet été, ta plateforme a quand même un peu explosé. Quand même. Preuve Ouais. qu'il y a un appétit pour les faits à l'ère de la désinformation. Puis parallèlement à tout ça, ben là, elle vient de signer avec Valide, l'agence de talent d'Urbania, donc on est un peu en famille aujourd'hui. Ben vraiment. C'est trop le Tout à fun. fait. Bienvenue au Balado. Merci de m'avoir invité. Sarah, tu as brièvement travaillé dans l'industrie cosmétique avant Ouais. de te lancer dans la vulgarisation à temps plein. Est-ce qu'il y a eu comme un moment déclencheur où est-ce que tu t'es dit « Non, ce n'est pas ici Ouais. que je vais faire ma vie Ben honnêtement, je pense que c'est la première journée que je me suis assise sur une chaise. Dans l'industrie, ça a été assez rapide que je me suis dit, ouais, ça le fera pas. Je pense que une des principales raisons qui a fait tout de suite en sorte que je le sentais pas, je pense que mon cœur était pas là. C'est-à-dire que j'avais déjà tellement cette mission en tête. J'ai toujours eu les consommateurs de cosmétiques au cœur de mes intérêts. Puis c'était comme bizarre pour moi, soudainement, de me ramasser dans une compagnie qui, tu sais, oui, cherche à aider les consommateurs, mais qui a aussi quand même un intérêt financier, Ben on oui. se le cachera pas. Puis, mon gros problème avec la majorité des compagnies cosmétiques, là, c'est pas juste une, c'est que les compagnies vont souvent jouer sur la peur, la confusion qu'il y a chez Ouais. les consommateurs, sur la désinformation, puis non seulement jouer là-dessus de façon consciente ou inconsciente, mais également la perpétuer en continuant à utiliser certaines allégations marketing qui perpétuent la peur envers certains ingrédients, en orientant juste leur message pour que finalement le consommateur, est-ce qu'il fait vraiment un choix éclairé ou est-ce qu'il choisit vos produits parce qu'il pense que vos produits sont meilleurs sur la base d'informations plus ou moins vraies, là, tu sais. As-tu des exemples, justement, de pratiques comme ça qui t'ont Ouais. vraiment déçu ou qui te gossent? Ben, tu sais, il y a des gros exemples, mais il y a aussi des petites subtilités. Tu sais, moi, j'étais vraiment, quand j'ai fait mon passage dans l'industrie, j'étais comme dans l'axe des communications de la science des cosmétiques. Fait que, tu sais, ça rejoignait mon intérêt de communication. Mais c'est sûr que ça faisait en sorte que j'étais un peu comme à l'intersection de plein de départements. Fait que j'observais beaucoup de choses dans différents meetings, puis j'étais comme, mais personnellement, j'ai pas envie qu'on twiste le message comme ça. Je trouve que c'est pas correct. Mettons, exemple, tu sais, moi, il y avait aucune chance que je parle en mal, en fait, de certains ingrédients qui sont tout à fait corrects puis super performants. Exemple, le rétinol. Là, vous donnez un exemple concret. Mettons, OK, là, en Europe, on venait d'apprendre que la limite de rétinol autorisée dans les cosmétiques venait de baisser. Fait que là, on s'enlignait pour orienter le message sur, nous, nos cosmétiques, ils contiennent pas de rétinol. Puis, tu sais, le rétinol, c'est un ingrédient irritant, nanana. Fait que, utiliser nos produits à la place. Mais comme, le rétinol, c'est genre l'ingrédient le plus étudié puis un des plus performants dans les cosmétiques. Fait que, comme, pourquoi est-ce qu'on orienterait le message comme ça? Puis c'était plein de petites affaires de même où, genre,
jouer sur la peur, ben nous, on suit les guidelines de l'Europe en termes d'ingrédients interdits. Eux, ils ont une liste de 1600 ingrédients interdits. Ici, au Canada, on en a vraiment moins. Fait que, tu sais, on pourrait comme justifier le fait que nos cosmétiques sont vraiment sécuritaires en disant qu'on suit cette liste-là, mais genre, tout d'abord, on ne peut pas se baser sur la sécurité des cosmétiques sur la base de la liste d'ingrédients interdits dans une région du monde versus une autre, là, parce que c'est pas juste sur ça que ça tient, finalement. L'argument marketing du sang quelque chose est très convaincant pour beaucoup de gens. tellement. Là, je me rappelle, moi, justement, présent, quand j'étais au secondaire, c'était l'aluminium, le déo, ça pouvait donner le cancer du sein. Oui, récemment, j'ai fait un reel qui a quand même pogné. Tu sais, dans Occupation Double, parler d'Occupation Double tantôt, on voit tout le temps la maudite pub de déodorant sans aluminium. C'est la nouvelle affaire. Hein? Moi, là, ça me fend en quatre à chaque fois que je vois cette annonce-là parce que, bon, tout d'abord, l'aluminium, on n'a pas besoin d'en avoir peur. L'aluminium, il n'y a aucune preuve que ça causerait le cancer du sein. C'est super sécuritaire. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des recherches puis qui réussissent toujours pas à démontrer qu'il y aurait un lien avec le développement du cancer du sein, mais c'est un mythe qui est super tenace puis qui persiste notamment à cause de ces allégations sans aluminium. Puis l'ironie là-dedans, c'est qu'un déodorant, de toute façon, de base, par définition, c'est sans aluminium. Parce qu'il y a une différence entre un déodorant et un antisudorifique. Un déodorant, c'est conçu pour camoufler les mauvaises odeurs, fait qu'il n'y a pas de sel d'aluminium dedans, alors qu'un antisudorifique, c'est conçu pour bloquer la transpiration, puis c'est pour ça qu'on met des sels d'aluminium dedans. Donc, de base, par définition, un déodorant, c'est sans aluminium, fait que c'est vraiment niaiseux d'écrire sans aluminium. Mais pourquoi alors les gens ne veulent pas d'aluminium? Tu sais, moi, j'ai beaucoup vu ça. Oui, ben c'est ça, le mythe est super persistant. C'est parti de des études où est-ce que, mettons, on met l'aluminium proche des seins, évidemment. Fait que, tu sais, il y a une peur que ça crée le cancer. C'est parti de des petites études, puis souvent, c'est comme ça, la plupart du temps, la peur autour de différents ingrédients dans les cosmétiques. Ça part de des études qui se sont intéressées, qui ont essayé de voir s'il y avait un lien. Finalement, il n'y en a pas, mais ça devient comme sensationnalisé dans les médias, puis là, on voit des gros titres, puis là, la peur commence. Fait que là, les consommateurs ont peur de ces ingrédients-là soudainement. Fait que là, les compagnies commencent à répondre en créant des produits sans tel ingrédient, mais ils vont vraiment pousser le marketing en disant, ben c'est sans telle affaire. Fait que ça devient un argument de vente, finalement. Puis, fait intéressant, mais ces allégations-là, sans, en Europe, c'est pas autorisé, à part, mettons, sans alcool puis sans fragrance. Ah ouais? C'est super intéressant, puis je pense honnêtement que ça devrait être la même chose au Canada. En tout cas, je vais travailler fort durant ma carrière pour faire changer ça parce que, justement, en Europe, il y a comme des critères communs qui régissent un peu plus le marketing des cosmétiques. Puis, dans ces critères-là, il y a notamment l'honnêteté. Puis, ça régit vraiment le marketing pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés qui ne sont pas basés sur la peur, finalement. Puis, veux pas, ces allégations-là perpétuent une peur infondée autour des ingrédients qui sont sécuritaires et encore autorisés. Fait que, tu sais, c'est comme si demain matin, je commençais à dire sur mon cosmétique qu'il est sans rétinol. OK, bien là, le consommateur qui voit ça, il se dit « Ah, mais c'est quoi le problème avec le rétinol? Est-ce qu'il faut que je commence à l'éviter? » Non. Puis ça crée toute une boucle. Puis finalement, c'est pas un marketing qui nous informe de pourquoi est-ce qu'on baserait le marketing sur l'absence d'ingrédients. Parlez-nous à la place de ce qu'il y a dans vos cosmétiques. C'est niaiseux, là. Mais c'est ça, mais en même temps, parler de ce qu'il y a dans les produits, ça impliquerait qu'il faudrait qu'on comprenne mieux ce qu'il y a dans les produits. Puis ça, je sais pas si je trouve ça si réaliste que ça non plus. Parce qu'en tant que consommatrice, c'est pas vrai que je vais me mettre à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans tout, qu'est-ce que je consomme. J'ai besoin de pouvoir faire confiance aux produits que je consomme. T'sais. C'est ça. Mais en fait, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'on a peut-être évolué vers une vision où est-ce qu'on pense qu'en tant que consommateur, on a besoin de se défendre ou de faire attention aux produits qu'on sélectionne. Oui, évidemment, il faut se fonder sur nos besoins, sur ce qu'on a envie d'acheter. Là, je dis pas de faire des choix qui sont pas éclairés, mais c'est quand même fou qu'on en soit rendu à un point où est-ce qu'on a peut-être vraiment l'impression qu'il y a tellement d'ingrédients à éviter puis il y aurait des cosmétiques dangereux, alors que dans les faits, on oublie peut-être un peu qu'il y a une réglementation qui encadre ça, puis qu'il y a vraiment des scientifiques qui travaillent pour que les cosmétiques soient sécuritaires, que ce soit au Canada ou en Europe ou ailleurs dans le monde, t'sais. On peut-tu parler de crème solaire? Oui. Parce que ça, là, ça fait jaser, puis je sais que c'est une des... Tu as fait des contenus là-dessus, puis ça t'a beaucoup fait connaître dans la dernière année. Pourquoi est-ce que ce mythe-là accroche autant les gens? Que la crème solaire donne le cancer. Oui, c'est ça. Oui. Mon Dieu, je me souviens, en plus, longtemps, j'étais cosméticienne, puis déjà, dans ce temps-là, le mythe était super présent, puis ça m'avait comme choquée, là, la première fois que je l'avais entendu, je m'en souviens. C'est un mythe qui est super persistant, qui est parti d'une mauvaise interprétation entre corrélation et causalité. Fait que c'est comme parti d'une étude qui avait observé que les utilisateurs de crème solaire avaient tendance à avoir plus de cancer de la peau.
Sauf que ça, c'est une corrélation. Genre, le monde qui utilise plus de crème solaire ont plus de cancer de la peau, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité que c'est la crème solaire qui a causé le cancer. Il faut réfléchir aux autres facteurs qui entourent ça. Parce que c'était sûrement les gens qui s'exposaient plus au soleil. Exactement. La crème solaire est souvent prise comme une permission pour s'exposer plus longtemps au soleil, sauf que la plupart du temps, la majorité des utilisateurs appliquent entre 25 à 50 % de la quantité de crème solaire qu'il faudrait réellement appliquer, Ça, ce là. qui fait en sorte qu'on n'obtient pas le bon FPS. Ça, c'est huge, là. Ça, Ouais. j'avais entendu ça. Et quand je le dis aux gens, ils sont comme ça n'a pas de bon sens. La quantité de crème solaire que tu dois mettre Ouais. et à la fréquence à laquelle tu dois l'appliquer, c'est tellement plus élevé que vous pensez. Oui, vraiment. Là, il faut réappliquer aux 2 heures. Puis ça aussi, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? C'est pas juste un scam de l'industrie big crème solaire. Là. Il y a vraiment une raison pour laquelle il faut réappliquer après 2 heures, puis la quantité qu'il faut appliquer. Mais au final, je pense que oui, ça peut créer une certaine frustration envers la crème solaire. Ben comme, mon Dieu, ça coûte tellement cher, genre... Mais tu sais, il faut se rappeler aussi qu'il y a d'autres façons de se protéger du soleil. C'est pas juste la crème solaire, évidemment. La crème solaire est une super bonne ligne de défense, mais il y a aussi moyen d'éviter le soleil quand il est à son pic, de porter des vêtements protecteurs, d'être à l'ombre. Fait qu'il faut garder ça en tête. Puis est-ce que c'est vrai le truc de la crème solaire minérale? Parce que, mettons, moi j'ai un Ouais. enfant, ils nous disent beaucoup que pour les enfants, ça prend un écran solaire minéral parce que sinon c'est dangereux. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Les filtres organiques sont également sécuritaires pour les enfants. Je pense que c'est en bas de 6 mois que c'est juste pas recommandé, si je ne m'abuse, d'appliquer une crème solaire, qu'elle soit minérale ou avec des filtres organiques ou chimiques, qu'on appelle, mais j'aime pas cette appellation. Fait que non, c'est ça. Ça demeure sécuritaire pour les jeunes enfants. Peu importe le type de filtre, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. En fait, c'est que les filtres minéraux sont plus inertes, c'est-à-dire qu'ils vont moins avoir tendance à générer des réactions au niveau de la peau, puis les enfants, parfois, ont la peau plus sensible. Fait que c'est dans ce sens-là que, oui, les filtres minéraux peuvent être peut-être plus recommandés pour les enfants, mais c'est pas pour une question de sécurité. Intéressant. Ouais. Là, tu as dit produits chimiques, entre guillemets, et ça me parle beaucoup parce que toute la saga de... Ben, en fait, notre intérêt pour les produits naturels, puis l'espèce de croyance que c'est mieux pour nous, c'est mieux pour notre santé, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas pourquoi ça me dérange à ce point-là. J'ai aussi fait un reportage sur la pilule qui parlait de cette tendance-là qu'on a à associer santé et naturel ensemble. C'est un très bon argument de vente, hein, quelque chose qui est naturel dans le monde des cosmétiques. Oui, absolument. Puis, c'est ça, pas juste dans les cosmétiques, mais dans les cosmétiques, c'est énorme. Puis, ben, je veux dire, les êtres humains, de base, on a ce biais-là de l'appel à la nature. Là. C'est un mode de raisonnement qui nous porte à croire par défaut que ce qui est naturel est nécessairement sécuritaire. Alors que vraiment, comme il y a des requins dans la nature, il y a des poisons dans la nature. Fait que c'est pas nécessairement toujours sécuritaire ou meilleur. Puis on a tendance à croire que ce qui est synthétique est nécessairement mauvais parce que ça a été créé par l'homme, puis c'est chimique, alors que tout est chimique. En tant que chimiste, j'aime le rappeler. Autant les ingrédients naturels que les ingrédients synthétiques. Mais puis également, ben, les ingrédients naturels sont pas nécessairement meilleurs pour l'environnement non plus. C'est juste pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans la production d'ingrédients naturels, parfois, il va quand même y avoir beaucoup d'agriculture autour de ça. Il va quand même y avoir l'utilisation d'énergie pour, je veux dire, pour créer une huile essentielle de rose, là, ça prend tellement de pétales. Genre, la quantité d'agriculture qu'il va devoir y avoir autour de ça est quand même grosse. L'extraction du zinc aussi pour les filtres minéraux, l'oxyde de zinc. Il y a quand même... On peut pas juste dire que parce que c'est naturel, c'est nécessairement meilleur pour l'environnement, comme il y a plus de nuances que ça. Puis les ingrédients synthétiques, ben des fois, c'est que vu qu'on synthétise ça en laboratoire, on a beaucoup plus de contrôle sur le procédé, sur la pureté de l'ingrédient final, puis on peut quand même optimiser ça pour qu'au final, ça coûte pas cher, puis que ça soit quand même pas avec un si gros impact pour l'environnement. Moi, j'ai des questions sur la routine de peau, puisque c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. L'industrie des cosmétiques perpétue beaucoup l'idée qu'il faut une routine en 10 étapes, très complexe pour avoir une belle peau. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ça, une routine, premièrement? Absolument pas. Non. Moi, je vais toujours défendre les personnes qui n'ont pas de routine, tout comme les personnes qui ont une routine de 20 étapes. Genre, c'est vraiment correct dans les deux cas, puis je pense que c'est tout un spectre aussi, là. Je veux dire, on n'est pas juste dans les extrêmes, mais je pense qu'il y a... En tout cas, quand j'ai fait du contenu sur les réseaux sociaux où je disais, ben tu sais, c'est correct si vous n'avez pas une routine de 10 étapes, c'est correct si vous, ce qui fonctionne, c'est de laver votre savon, de laver votre visage dans douche avec un savon Dove. Genre, tu sais, ça sonne comme un crime envers l'humanité. Puis souvent, genre les gars là, qui se lavent avec leur barre 8 en 1, Irish Spring, whatever, ben comme si c'est ça qui fonctionne pour vous, puis que votre peau réagit bien, puis qu'elle vous tiraille pas après,
vous n'avez pas besoin d'utiliser une crème hydratante, là, dans le sens que j'aime rappeler que notre peau, c'est quand même un organe autonome, autosuffisant, qui fait déjà beaucoup de travail pour s'adapter à notre environnement qui change le jour et la nuit. On a quand même des nutriments qui s'acheminent dans notre peau par la circulation sanguine. Bref, tu sais, on peut l'assister avec les cosmétiques, la protéger avec de la crème solaire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu sais, je ne veux pas remettre en question les principes de base de l'hygiène, là. Genre, on va quand même se laver le visage, le corps à chaque jour, mais après, ça va vraiment en fonction de nos besoins, là, finalement. Mais c'est sûr que notre peau risque d'être plus belle si on a une routine avec quelques produits. Encore faut-il qu'ils soient bien adaptés quand même, puis qu'on ne commence pas à combiner plein d'ingrédients actifs, vitamine C, rétinol, acide hyaluronique, nanana, parce que ça se peut que notre peau devienne un peu irritée. Il faut juste faire attention avec ça. Mais donc, la base, est-ce que c'est vrai que c'est genre un hydratant, une crème solaire? Oui, genre honnêtement, tu te laves le visage une fois par jour? Je veux dire, même les dermatologues, c'est vraiment ça leur recommandation de base. Là, c'est comme un nettoyant, crème hydratante, puis crème solaire le jour. Le soir, ben, si on est maquillé, évidemment, se démaquiller, laver le visage, puis crème aussi si on en ressent le besoin. Mais comme après, si on a des problématiques de peau qu'on souhaite cibler, mettons des taches pigmentaires ou qu'on veut prévenir les rides, ben là, on peut ajouter des ingrédients actifs, mais c'est pas une nécessité. Puis, est-ce que tu as des conseils pour justement avoir un regard un petit peu plus critique sur qu'est-ce qu'on met sur notre peau, qu'est-ce qu'on achète, dans quoi on investit? Parce que tu parles beaucoup aussi des plateformes qui sont supposées nous aider à faire ça, comme les applications, par exemple. Tu es très critique de ça parce que je trouve qu'elles sont très imparfaites. Mais comment on fait si ces plateformes-là sont pas fiables non plus? Oui. Bien, on est vraiment au cœur de la problématique que je cherche à adresser avec ma propre plateforme Miss Derm. Tu sais, je pense que c'est juste difficile pour les consommateurs, consommatrices de cosmétiques de s'y retrouver dans un marché qui est littéralement sursaturé. Là. Il y a juste tellement de choix. On aimerait ça avoir une solution simple, comme une application, comme Yuka, qui nous dit « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon », puis c'est comme satisfaisant, à la limite, pour nous, de savoir « OK, ben ça me permet d'éliminer des trucs dans ma recherche, fait que ça la simplifie. » Bon. Toutefois, c'est ça. Ces applications-là sont excessivement problématiques, puis je les recommande pas du tout. Si les personnes ont des curiosités par rapport aux ingrédients individuels qui se retrouvent dans leurs cosmétiques, je recommande souvent le site cosmeticsinfo.org, qui est vraiment bon, qui offre une information beaucoup plus nuancée et vulgarisée aussi sur chaque ingrédient individuel, mais c'est pas un site qui va vous donner une note de 0 à 100. Mais ça, de toute façon, c'est n'importe quoi, là. Tu sais. Dans Yuka, ce système-là de notation, je ne cherche pas à informer, je cherche à semer la confusion, d'après moi. Bon. J'aime ça que tu le dises. Est-ce que tu veux canceller les plateformes? Ah oui, c'est vrai. Tu peux peser grâce à ce bouton, tu peux canceller... c'est quoi, Yuka? C'est vrai? Yuka. Fait que tu peux dire Yuka, je te cancelle et appuyer sur le bouton. Yuka, je te cancelle. Yes! J'adore! Oh my God! Bon, puis là, ensuite, c'est moi qui vais me faire poursuivre en justice. Mais bon, OK, fait comment, finalement, on se retrouve en tant que consommateur? Bien, je pense que le plus important, c'est de nous recentrer sur nous, nos besoins, puis de prendre conscience de toutes les influences externes qui viennent brouiller peut-être un peu notre jugement. Fait que, oui, évidemment, la désinformation, mais aussi les standards de beauté, même juste la peur d'avoir des rides. Je veux dire, on va finir par avoir des rides dans tous les cas, tu sais. Fait que, est-ce que vraiment de faire de la prévention tant que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse ou non? Fait que vraiment juste de cibler, ben moi, c'est quoi mes besoins? Puis c'est quoi aussi mon budget? C'est quoi le temps que j'ai envie de mettre là-dessus aussi? Genre, c'est vraiment correct si on n'a pas envie de passer sur une routine de 10 étapes. Hein. Puis ensuite, ben je pense que c'est aussi de suivre des sources d'informations fiables. Fait que là, je vais me plugger ici. Mais il y en a aussi d'autres, dont Michelle Wang, que j'aime full, qui est chimiste en cosmétique aussi, Lab Muffin Beauty Science, The Echo Well aussi, qui sont des comptes de scientifiques qui parlent des cosmétiques que je juge, qui sont vraiment des très bonnes sources d'informations. Mais honnêtement, genre, si vous n'avez pas trop envie de vous casser le pompon, puis que même ça vous tente pas en tant que consommateur, ben vraiment juste y aller avec la base. Puis c'est correct d'utiliser des produits de pharmacie qui coûtent pas cher. Vous risquez de quand même combler les besoins de votre peau avec ça. Lançons une tendance, c'est comme l'alimentation intuitive, mais c'est genre soin de beauté intuitif. It's a thing, moi, intuitif, personnalisé à nos propres besoins. Voilà. Moi, j'ai une petite question aussi de fin. Dans le renseignement, tu sais, mettons, Florence cherche une crème hydratante. Elle va aller sur Google, puis elle va être comme crème hydratante. Puis là, il y a tout le temps les sites, genre, des magazines souvent, genre Allure, Elle, qui vont faire des espèces de Beauty Awards de l'année. Puis là, sur ces listes-là, tu vas retrouver comme les meilleurs de l'année selon leur équipe. Est-ce que ça, c'est des sources d'informations fiables pour les gens qui Google pour acheter quelque chose, vu qu'il y a tellement d'offres? C'est une bonne question. Je m'étais jamais posé la question avant. Je
je pense que c'est pas nécessairement des mauvaises sources d'informations parce que c'est quand même cool d'avoir l'avis de des personnes qui ont testé les produits puis de voir est-ce que ça a été apprécié puis pour quelles raisons. Là. Évidemment, si c'est un site qui dit ces crèmes-là sont bonnes parce qu'ils sont naturelles, sont clean, ils n'ont pas de parabènes, nanana, genre peut-être un petit red flag dans votre tête parce que clairement, c'est plus orienté sur la peur que d'autres choses. Mais même moi, avant d'acheter des produits, je check quand même souvent des reviews pour voir est-ce que les gens trouvent qu'ils ont obtenu des beaux résultats, est-ce qu'ils sont satisfaits de la texture, nanana. Fait que je pense que c'est une bonne technique, puis juste de faire ces recherches-là aussi avant de faire l'achat. Mais Parce que encore là, c'est tu sais, cher. oui, c'est ça, aussi avant de mettre notre argent là-dessus. Mais faire ces recherches, il faut juste faire attention parce qu'on a nos propres billets, puis il y a beaucoup de désinformation en ligne. Fait que ça vient avec un petit bémol. Là. Parfait. Tellement cool. Merci, Sarah, d'être venue au balado. Merci les girls! C'était fun de t'avoir. Merci. C'est le moment où on t'expulse et on parle de nos contenus enregistrés de la semaine. Ben oui, veux-tu y aller en premier? Ben oui. Fait ça? Moi, j'ai rien à te faire écouter ou à te Arrête. faire regarder. Donc, c'est un... Parce que là, on enregistre ça, on est le mercredi 5 novembre, au lendemain de l'élection de Zoran Mamdani à la mairie de New York. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé un meme qui est sorti hier soir. En fait, c'est un post sur X de Keith Edwards, qui est une personnalité médiatique américaine. Il a écrit « C'est le retour des woke. Il y a 25 genres. On va trans l'économie. EDI pour chaque enfant et on rend public les documents liés à l'affaire Epstein. » Puis j'étais genre, honnêtement, tellement de gens se sentent comme ça ce matin. Wow. Plusieurs personnes progressistes sont ressuscitées cette nuit, je pense. Oui. Donc, c'est tout pour moi. Vas-y, toi. Moi, je nous amène ailleurs. Alors, en tant que personne frustrée, Oui. constamment, ben là, j'ai trouvé quelqu'un frustré comme moi sur une autre affaire pour laquelle je peux me fâcher. Vas-y. Écoute bien. Oh, you don't like tomatoes? Grow the fuck up. Literally get the fuck out of my face. Get out of my fucking face. C'est un nouveau trend sur TikTok dont j'ai vu plusieurs vidéos, évidemment, parce que je suis le public cible. Des gens qui rient des adultes qui n'aiment pas des ingrédients de base. Les tomates, les olives. Les champignons, Je n'aime pas le fromage. T'es comme... Tu as 30 ans, là, comme... C'est trop impossible bien que pour ça. tu n'aimes aucun fromage. Sauf Ça, si c'est une d'accord. allergie ou que tu as une condition médicale. Oui. Tu as le droit d'avoir des préférences alimentaires. On a toutes des choses qu'on aime moins. Mais un truc aussi, genre, Qui est aussi aussi partout que la versatile sauce tomate. que les tomates, Ouais. le fromage, Mm. j'en imite, là. C'est pas possible pour moi, je suis désolée. C'est bébé. Ça serait... Oui, c'est bébé. Ça serait tellement un hic pour moi de dater quelqu'un qui est comme... J'aime pas les légumes. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire, t'aimes pas les légumes? Ouais. Qui n'aime aucun légume? Non, je comprends. Moi aussi, je trouve que l'ouverture d'esprit face à la nourriture, c'est vraiment un turn-on chez quelqu'un. Mais moi, je trouve que c'est un red flag d'aller en date avec Ouais. quelqu'un qui a énormément de genre, Ouais. j'aime pas, ça veut dire que t'es fermé d'esprit. Ben, sur il y moi. a des gens qui ont des conditions médicales. Comment il s'appelle? Le ARFID. Anne-Elisabeth Bossé. Pauvre lui, c'est le même qu'on Philippe l'appelle. Pinot, désolé. Ça? C'est Guillaume Pinot. Guillaume Pinot. Oui. Lui, je pense que l'ARFID est ARFID. l'équivalent de ça. Fait que c'est comme un trouble alimentaire qui fait en sorte que tu as une genre de répulsion face Ouais. à beaucoup, beaucoup d'aliments, puis tu manges Ouais. un nombre d'aliments très, très restreint. Puis lui, il mange genre du poulet blanc puis du riz, là. Ouais. Puis Fait que, aucune honnêtement, sauce. genre, ça me fait de la peine pour lui. Oui, mais c'est une condition No médicale. shame. Ouais. Hey, ben, c'était tout. C'était ça pour aujourd'hui. C'était Gab et Flo. Hey, attends, merci faut que je dise d'avoir ma été là. phrase. Non. Excuse-moi, j'ai pas mon script devant moi. Non, Florence. Vas-y. Il faut que je fasse ma promotion pour le micro-mag. Vas-y. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode et pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires. Et là, je dis, abonnez-vous au micro-mag Urbania. Yes, important. convaincante. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.